En 1885, dans l'ombre d'une chambre parisienne, Victor Hugo respirait ses derniers souffles. Les cloches de Notre-Dame résonnent dans la nuit. L'odeur de cire brûlée flotte dans l'air. Que cachent ces dernières paroles? Était-ce un adieu poétique ou un secret jamais dévoilé? La plume tremble sur le papier, les rideaux frémissent sous la lueur pâle de la lune. Ses yeux, fixés sur l'horizon, semblaient devoir l'au-delà. Une foule murmure au dehors, attendant le destin d'un géant. Plongé dans les dernières 24 heures de Victor Hugo, où drame et mystère se dévoilent. En mai 1885, dans une chambre obscure de Paris, Victor Hugo ouvrait les yeux pour la dernière fois. Que voyait-il dans l'ombre? Un secret, une vision ou l'appel de l'éternité? Envisionnez-vous dans les ruelles pavées de Paris, où l'aube du 22 mai 1885 se lève, froide et brumeuse. Le vent siffle doucement, portant l'odeur âcre de la Seine et le parfum des lilas fanés. Dans une maison cossue de l'avenue d'Eylau, une chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés. Victor Hugo, âgé de 83 ans, repose dans son lit, le souffle faible, mais l'esprit encore vif. Les rideaux de velours, lourds comme des souvenirs, laissent filtrer une lumière grisâtre. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnent 6 heures. Un écho solennel qui semble annoncer l'inéluctable. Hugo, cet homme qui a défié les empires avec sa plume, est désormais prisonnier d'un corps épuisé. Selon les mémoires de son médecin, le docteur Alix, publié dans le Figaro peu après sa mort, Hugo souffrait d'une congestion pulmonaire aggravée par une faiblesse cardiaque. Pourtant, son regard, perçant comme dans ses jeunes années, semble scruter un horizon invisible. Que voyait-il? Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet homme, habitué à contempler l'âme humaine dans Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, se confrontait à sa propre mortalité avec une curiosité presque surnaturelle. Dans cette chambre, l'odeur de cire fondue se mêle à celle des remèdes amers posés sur une table de chevet. Un manuscrit inachevé, poème de l'ombre, repose à côté d'une plume usée. Hugo, même affaibli, avait continué d'écrire jusqu'à la veille, comme si la mort elle-même ne pouvait interrompre son dialogue avec l'éternité. Ses proches, dont sa fille Adèle, rongée par la mélancolie, et son fidèle ami Paul Meurice, veillent en silence. Les craquements du parquet, les chuchotements étouffés, tout semble suspendu dans une attente pesante. Mais un mystère plane. La nuit précédente, Hugo aurait murmuré des mots énigmatiques, rapportés par Meurice dans une lettre à Juliette Drouet, sa muse de toujours. « Je vois une lumière, pas celle des hommes. » Était-ce une hallucination due à la fièvre? Ou une vision poétique, digne de l'auteur de la légende des siècles? Les historiens, comme Georges Duby dans l'Histoire de France, notent que Hugo, profondément spirituel, croyait en une connexion entre le monde terrestre et l'au-delà. Ce matin-là, alors que le soleil perce à peine les nuages, ses doigts serrent un médaillon contenant une mèche de cheveux de Juliette. Que cachait ce geste? Envisionnez-vous à ses côtés, dans cette pièce où chaque détail raconte une vie. Les meubles en acajou, les gravures romantiques accrochées au mur, l'horloge tic-tac qui semble compter les secondes restantes. Hugo, l'homme qui a défié Napoléon III, qui a pleuré la perte de ses enfants, qui a capturé l'âme d'une nation, est désormais face à l'inconnu. Pourtant, son silence n'est pas celui de la résignation. Il y a, dans ses yeux, une lueur de défi, comme s'il écrivait encore, dans son esprit, un dernier poème. Les bruits de la ville s'intensifient. Des passants, apprenant l'état critique du poète, commencent à se rassembler sous ses fenêtres. Leurs murmures, comme un chœur tragique,
se mêlent au cliquetis des fiacres et au chant d'un coq lointain. Hugo, immobile, semble entendre cette rumeur. Ses lèvres frémissent. Selon Alix, il aurait tenté de parler, mais seul un souffle rauque s'échappa. Était-ce un message pour la postérité ou une simple lutte contre la douleur? D'un point de vue médical, la congestion pulmonaire de Hugo, aggravée par son âge, provoquait des épisodes de délire léger, fréquents chez les patients en phase terminale. Pourtant, sa lucidité intermittente intrigue. Les travaux de Charcot sur les états altérés de conscience, contemporains de Hugo, suggèrent que les mourants peuvent osciller entre réalité et vision, surtout ceux dotés d'une imagination aussi fertile. Hugo, dont l'œuvre est imprégnée de mysticisme, pourrait avoir perçu sa fin comme une transition vers un autre plan d'existence. Son silence, loin d'être vide, était peut-être une méditation sur l'infini. Mais alors que l'aube s'éteint, un visiteur inattendu frappe à la porte. Qui osait troubler le repos du poète? En 1885, sous une pluie glacée, un étranger mystérieux frappe à la porte de Victor Hugo. Qui était-il? Envisionnez-vous dans les ruelles brumeuses de Paris, le 22 mai 1885, où l'aube se drape d'un voile de pluie fine. Les pavés luisent, exhalant une odeur de pierre humide et de suie, tandis que le vent siffle comme un murmure inquiet. Les fiacres, rares à cette heure, font crisser leurs roues sur le sol glissant. Un son qui se perd dans l'écho solennel des cloches de Notre-Dame, marquant 7 heures. Dans la maison de l'avenue d'Eylau, une chandelle vacillante projette des ombres tremblantes sur les murs, où des tapisseries fanées semblent garder les secrets d'une vie. Victor Hugo, frêle silhouette dans son lit, lutte contre un souffle rauque, ses yeux mi-clos scrutant un horizon que nul autre ne voit. L'odeur âcre des remèdes médicinaux flotte dans la pièce, se mêlant au parfum de cire fondue et d'encre séchée. Un manuscrit inachevé, posé près d'une plume usée, témoigne de la ténacité du poète, même à l'orée de la mort. Selon les mémoires du Dr Alix, publiées dans le Figaro en 1885, Hugo souffrait d'une congestion pulmonaire qui l'épuisait, mais son esprit restait d'une clarté troublante par instants. Était-il déjà en dialogue avec l'éternité, comme il l'avait si souvent décrit dans la légende des siècles? Ses doigts, crispés sur un médaillon contenant une mèche de cheveux de Juliette Drouet, semblent chercher un ancrage dans ce monde. Que cachait ce geste? Soudain, un coup retentit à la porte, sec et insistant, brisant le silence oppressant. Envisionnez-vous dans l'antichambre sombre, où une lampe à huile vacille, son halo dansant sur les boiseries sculptées. Les domestiques, figés, échangent des regards inquiets. Qui oserait troubler la maison alors que Paris murmure déjà la fin imminente du grand homme? Les pas précipités d'un serviteur résonnent, accompagnés du froissement de sa livrée. La porte s'ouvre, laissant entrer une bourrasque humide et une silhouette encapuchonnée, trempée par la pluie. « Je dois voir le maître », murmure l'inconnu, sa voix basse, presque avalée par le vent. Un secret, une dette ancienne ou une intrusion audacieuse dans l'intimité d'un mourant? Adèle, la fille de Hugo, tressaille dans la chambre, serrant la main paternelle. Le docteur Alix, penché sur son carnet, note que Hugo, malgré sa faiblesse, réagit à ce bruit, ses paupières frémissant comme s'il pressentait quelque chose. Les travaux de Jean-Marc Ovas, dans sa biographie Victor Hugo, 2001, rappellent que le poète, exilé à Guernesey, recevait parfois des visiteurs anonymes, porteurs de messages politiques ou personnels. Mais cette visite, à l'aube de sa fin, semble différente. Les chuchotements dans l'antichambre s'intensifient. Une promesse, un serment, il doit savoir. Quel mystère entourait ces mots? Envisionnez-vous près du lit,
où la lumière pâle d'une chandelle sculpte les traits émaciés de Hugo. Les meubles en acajou, ornés de motifs romantiques, absorbent l'éclat terne du matin, donnant à la pièce une atmosphère de sanctuaire. Une horloge ancienne, dans un coin, égrène les secondes avec une régularité implacable, comme si elle mesurait le temps restant au poète. Dehors, la pluie martèle les vitres, un chant monotone qui semble accompagner le souffle laborieux de Hugo. Ses lèvres remuent, mais aucun son n'en sort. Était-il conscient de l'agitation? Ou son esprit, déjà ailleurs, parcourait-il les cieux étoilés qu'il avait décrits dans les contemplations? Le visiteur, après un échange tendu avec Paul Meurice, est enfin admis. Son manteau goutte sur le tapis, laissant une traînée humide qui reflète la lueur des chandelles. Sous son capuchon, ses traits restent indistincts, mais ses mains tremblent en tenant un paquet enveloppé de papier brun, scellé par un ruban noir. « Maître, ceci est pour vous, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion ou de crainte. Hugo, dans un effort surhumain, entr'ouvre les yeux. Une lueur fugace traverse son regard, comme s'il reconnaissait un fragment de son passé. Selon une lettre de Juliette Drouet à un proche, publiée dans Correspondance de Victor Hugo, 1887, le poète gardait des souvenirs d'exil, où des rencontres énigmatiques avaient marqué sa vie. Était-ce un fantôme d'un autre temps? Adèle, méfiante, demande des explications, mais l'inconnu secoue la tête. « Il comprendra », murmure-t-il avant de se retirer, laissant le paquet sur la table de chevet. Le vent hurle dehors, comme un écho de cette intrusion. Les proches de Hugo, déconcertés, hésitent à ouvrir l'objet. Contenait-il une lettre, un souvenir ou un secret que Hugo avait juré de taire? Alain Decaux, dans Victor Hugo, 1984, note que le poète recevait souvent des messages cryptiques, fruit de son engagement contre Napoléon III. Mais ce paquet, arrivé à l'aube de sa mort, semble porter une charge plus intime, presque sacrée. Le silence retombe, seulement brisé par la respiration sifflante de Hugo. Envisionnez-vous dans cette pièce, où chaque détail, le craquement du parquet, l'odeur de l'encre, la lumière tremblante, semble chargé de sens. Les rideaux de velours, lourds comme des souvenirs, frémissent sous une brise invisible. Hugo, dont l'œuvre est imprégnée de mysticisme, semble osciller entre ce monde et un autre. Les médecins de l'époque, comme Jean-Martin Charcot, décrivaient des états de conscience altérés chez les mourants, où l'imagination pouvait transcender la douleur physique. Hugo, avec son génie, vivait-il d'une telle transcendance? Ses doigts, toujours crispés sur le médaillon, suggèrent un lien indéfectible avec Juliette, mais aussi une lutte pour rester ancré dans le présent. Dehors, la foule commence à se rassembler sous les fenêtres, leur murmure montant comme une marée. Les cloches, le vent, la pluie, tout converge vers un moment suspendu. Hugo, immobile, semble entendre ce cœur tragique. Qu'attendait-il? Un signe? Une révélation? Ou simplement la paix? Mais dans le silence, le paquet mystérieux révèle un secret que même Hugo craignait. En 1885, un paquet mystérieux repose près de Victor Hugo. Quel secret menace de briser le silence? Envisionnez-vous dans la maison de l'avenue d'Eylau, le 22 mai 1885, où le jour s'épaissit sous un ciel gris de plomb. La pluie, plus insistante, martèle les vitres, son rythme monotone se mêlant au tic-tac implacable d'une horloge ancienne. L'odeur de cire fondue et de remèdes amers sature l'air, tandis qu'une chandelle, presque éteinte, projette des ombres vacillantes sur les murs tapissés de motifs romantiques. Victor Hugo, cloué à son lit, semble suspendu dans un demi-sommeil.
son souffle irrégulier, ponctué par le craquement du parquet sous les pas prudents de ses proches. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnent 9 heures, leur écho grave résonnant comme un requiem dans les rues humides de Paris. Le paquet mystérieux, laissé par l'inconnu encapuchonné, trône sur la table de chevet, son ruban noir luisant sous la lumière pâle. Envisionnez-vous à cet instant, dans cette pièce où chaque détail, le froissement des rideaux de velours, l'odeur d'encre séchée, la lueur tremblante, semble chargée d'une attente oppressante. Adèle, la fille de Hugo, fixe l'objet avec méfiance, ses mains tremblantes hésitant à le toucher. Paul Meurice, fidèle ami du poète, murmure « Et si c'était un piège ?» Selon les mémoires de Meurice, publiées dans Victor Hugo Intime, 1885, Hugo recevait souvent des missives anonymes, vestiges de son passé tumultueux d'exilé et d'opposant à Napoléon III. Mais ce paquet, arrivé dans l'ombre de l'aube, semble porter une aura différente, presque sacrée. Que contenait-il? Hugo, malgré son état, semble percevoir l'agitation. Ses yeux, voilés par la fatigue, s'entr'ouvrent brièvement, fixant le paquet comme s'il en devinait le poids. Le docteur Alix, dans ses notes publiées dans le Temps, observe que Hugo, bien que terrassé par une congestion pulmonaire, montrait des éclairs de lucidité, comme si son esprit refusait de céder à la mort. Était-ce la force d'un homme qui avait défié des empires avec sa plume? Ou une intuition plus profonde, née des visions mystiques qui enterrent ses œuvres comme les contemplations? Ses doigts, toujours crispés sur le médaillon de Juliette Drouet, semblent chercher un refuge dans le passé, un amour qui transcende le temps. Envisionnez-vous près du lit, où la lumière déclinante sculpte les traits émaciés du poète. Les meubles en acajou, ornés de gravures romantiques, absorbent l'éclat terne du jour, donnant à la pièce une atmosphère de mausolée vivant. Dehors, la foule grossit sous les fenêtres, ses murmures montant comme une marée humaine. Les passants, apprenant l'état critique de Hugo, forment un chœur tragique, leur voix étouffée par le vent et la pluie. Un vendeur de journaux, au coin de la rue, crie les dernières nouvelles, son appel se perdant dans le brouhaha des fiacres et le cliquetis des sabots sur les pavés. Paris pleure, mais Hugo, lui, reste silencieux, comme s'il gardait un secret plus grand que la ville elle-même. Adèle, poussée par une impulsion, s'approche enfin du paquet. Ses doigts dénouent le ruban noir, révélant une enveloppe scellée et une petite boîte en bois gravée d'initiales. VH. Le silence dans la pièce devient assourdissant, seulement brisé par le souffle rauque de Hugo. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre, rédigée d'une main tremblante, commence par ces mots. « À mon frère d'âme ». Qui était l'auteur? Les historiens, comme Alain Decaux dans Victor Hugo, 1984, notent que Hugo entretenait des correspondances secrètes avec des figures de l'ombre. Poète exilé, révolutionnaire ou même spirit rencontré à Guernesey. Était-ce un message d'un compagnon d'exil ou un aveu lié à un serment oublié? La boîte, quant à elle, contient un objet singulier. Une plume d'oiseau, noire comme l'ébène, enveloppée dans un tissu de soie. Envisionnez-vous tenant cet objet, sa légèreté contrastant avec le poids de son mystère. Meurice, perplexe, se remémore une anecdote. Lors de son exil, Hugo, fasciné par le spiritisme, croyait que les oiseaux portaient des messages de l'au-delà. Dans Les tables tournantes de Jersey, 1853, il décrivait des séances où des esprits, par des signes étranges, guidaient en ses écrits. Cette plume était-elle un symbole, un présage ou un rappel d'une promesse faite sous les étoiles de Guernesey? Quel lien unissait cet objet à la fin imminente du poète? Hugo, dans un sursaut, murmure quelque chose d'inintelligible. Alix,
Penché sur lui, croit entendre « La lumière, elle revient ». Était-ce une réminiscence de ces visions nocturnes rapportées par Juliette Drouet dans une lettre à Vacquerie? Ou un délire provoqué par la fièvre? Les travaux de Jean-Martin Charcot, contemporain de Hugo, décrivent des patients en phase terminale oscillant entre réalité et hallucination, surtout ceux dotés d'une imagination aussi fertile. Hugo, dont l'œuvre est peuplée de figures spectrales, vivait-il une rencontre avec l'infini? Son silence, loin d'être vide, semblait chargé d'une méditation profonde, comme s'il écrivait, dans son esprit, un dernier vers pour l'éternité. Adèle, bouleversée, referme la boîte, incapable de déchiffrer le sens de ces objets. Meurice, plus pragmatique, propose de brûler la lettre, craignant qu'elle ne révèle un scandale. Mais quelque chose dans l'attitude de Hugo, un regard, un frémissement, les retient. Avait-il toujours su? Envisionnez-vous dans ce moment suspendu, où le temps semble ralentir. La pluie s'intensifie, son chant lugubre se mêlant au murmure de la foule. Une odeur de fumée lointaine, peut-être d'un feu allumé par les voisins, s'infiltre par une fenêtre entr'ouverte, ajoutant une note âcre à l'atmosphère. Les chandelles, presque consumées, projettent des ombres qui dansent comme des spectres sur les murs. Dehors, Paris s'agite. Un crieur public annonce que des délégations littéraires affluent vers l'avenue Daylo, espérant rendre hommage au poète avant qu'il ne s'éteigne. Les cloches sonnent à nouveau, un glas impromptu qui semble répondre à l'état de Hugo. Dans la chambre, chaque seconde pèse plus lourd que la précédente. Le poète, dont la vie a été une ode à la liberté, semble désormais prisonnier de son propre corps, mais son esprit, indomptable, défie encore la mort. Était-il en train de composer un poème final, gravé dans l'invisible, ou attendait-il une révélation que seul ce paquet pouvait offrir? Mais alors que le jour s'obscurcit, une voix inattendue résonne dans la maison. Qui parlait? En 1885, une voix mystérieuse résonne dans la maison de Victor Hugo. Qui oserait parler au seuil de sa mort? Envisionnez-vous dans la maison de l'avenue Daylo, le 22 mai 1885, où le jour s'alourdit sous un ciel chargé de nuages. La pluie, désormais un murmure constant, tambourine contre les vitres, son rythme syncopé se mêlant au tic-tac d'une horloge ancienne, comme un compte à rebours implacable. Une odeur de cire éteinte et de bois humide imprègne la pièce, tandis qu'une lueur grise, filtrée par les rideaux de velours, éclaire à peine les traits creusés de Victor Hugo. Le poète, cloué à son lit, semble flotter entre la vie et l'éternité, son souffle faible, ponctué par des silences oppressants. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnent 11 heures, leur écho solennel vibrant dans l'air saturé d'humidité. La chambre, un sanctuaire de souvenirs, est figée dans une tension palpable. Le paquet mystérieux, avec sa lettre et sa plume d'oiseau, repose sur la table de chevet, son ruban noir luisant comme un présage. Adèle, la fille de Hugo, garde les yeux rivés sur l'objet, partagés entre crainte et curiosité. Paul Meurice, fidèle compagnon du poète, chuchote à voix basse, craignant que ce message ne révèle un scandale enfoui. Selon les mémoires de Meurice, publiées dans Victor Hugo Intime, 1885, le poète avait toujours attiré des figures énigmatiques, révolutionnaires, exilées, spirites, dont les ombres planaient encore sur sa vie. Mais cette intrusion, à l'heure où Paris pleure son génie, semble porter une charge plus intime. Quel secret liait Hugo à cette plume noire? Soudain, une voix s'élève, claire et grave depuis l'antichambre. Envisionnez-vous dans ce couloir étroit.
où une lampe à huile projette des ombres dansantes sur les murs ornés de gravures romantiques. Les domestiques, figés, échangent des regards inquiets. « Il doit entendre la vérité », déclare la voix, ferme, mais empreinte d'une étrange mélancolie. Qui était-ce? Un pas lourd résonne sur le parquet, accompagné du froissement d'un manteau humide. Adèle, alarmée, se lève, tandis que le docteur Alix, penché sur Hugo, note dans son carnet, publié dans le Temps, que le poète, malgré sa faiblesse, réagit à ce son, ses doigts se crispant sur le médaillon de Juliette Drouet. Était-il conscient de cette présence? Ou son esprit, déjà ailleurs, errait-il dans les paysages mystiques de les contemplations? La porte de la chambre s'entr'ouvre, laissant entrer une silhouette familière, mais inattendue. Auguste Vacquerie, ami et disciple de Hugo, revenu précipitamment de province. Son visage, marqué par la fatigue et l'émotion, reflète une urgence contenue. « J'ai promis à Juliette », commence-t-il, sa voix tremblante. Envisionnez-vous à ses côtés, dans cette pièce où chaque détail, le craquement du bois, l'odeur de fumée lointaine, la lumière pâle, semble amplifier le poids de ses mots. Vacquerie, selon une correspondance publiée dans Lettres de Juliette Drouet, 1887, était l'un des rares à connaître les secrets les plus intimes du couple Hugo Drouet. Quelle promesse portait-il? Vacquerie s'approche du lit, tenant une lettre cachetée, différente de celle du paquet mystérieux. « Elle voulait que vous sachiez avant la fin », murmure-t-il, ses yeux brillants de larmes retenues. La lettre, rédigée de la main de Juliette, contient des mots qui semblent brûler le papier. « Mon Victor, l'amour survit à tout, même à l'au-delà. » Hugo, dans un effort surhumain, entr'ouvre les yeux. Une lueur fugace traverse son regard, comme s'il reconnaissait la voix de sa muse à travers ses lignes. Était-ce un adieu ou un message codé lié à la plume noire et à l'inconnu de l'aube? Les historiens, comme Jean-Marc Ovas dans Victor Hugo, 2001, notent que Juliette, affaiblie mais lucide, avait écrit à Hugo jusqu'à ses derniers jours, tissant un lien spirituel indéfectible. Qu'avait-elle caché? Adèle, bouleversée, lit la lettre à voix basse, ses mots entrecoupés par les sanglots. La pièce, déjà lourde, semble s'alourdir encore, comme si l'âme de Juliette elle-même flottait parmi eux. Envisionnez-vous dans ce moment où le temps s'arrête. Les chandelles, presque consumées, jettent des ombres spectrales sur les murs, tandis que l'odeur d'encre et de cire s'intensifie, évoquant les nuits où Hugo écrivait sous l'inspiration de sa muse. Dehors, la foule grossit, ses murmures formant un chœur tragique, ponctué par le cliquetis des fiacres et le cri rauque d'un vendeur de journaux. Paris s'attend, mais dans cette chambre, seul compte l'écho de cet amour éternel. Vacquerie, épuisée, révèle un détail troublant. Juliette, avant sa propre mort 2 ans plus tôt, avait confié à Hugo un serment, lié à une séance spirit à Guernesey. Selon les tables tournantes de Jersey, 1853, Hugo croyait que les esprits pouvaient transmettre des vérités cachées. La plume noire, laissée par l'inconnu, était-elle un signe de cette promesse? Un message de l'au-delà. Les travaux de Jean-Martin Charcot sur les états altérés de conscience suggèrent que les mourants, surtout ceux dotés d'une imagination comme Hugo, pouvaient percevoir des visions d'une clarté surnaturelle. Était-il en train de voir Juliette, l'appelant depuis l'autre rive? Son silence, loin d'être une reddition, semblait une méditation sur l'infini. Meurice, pragmatique, insiste pour garder le secret. « Pas maintenant », murmure-t-il, craignant que la foule, avide de scandale, ne déforme cet instant sacré. Mais Adèle,
bouleversé, pose la lettre près de la plume, comme si les deux objets formaient un tout. Hugo, immobile, semble entendre son souffle s'accélérant légèrement. Savait-il? Envisionnez-vous dans cette pièce où chaque seconde pèse comme un siècle. La pluie s'apaise, laissant place à un silence étrange, seulement brisé par le craquement du feu dans une cheminée voisine. Une odeur de fumée s'infiltre, évoquant les souvenirs d'exil, où Hugo écrivait sous les étoiles, guidé par l'amour et la foi. Les cloches sonnent à nouveau, un glas impromptu qui semble répondre à l'état de Hugo. La foule, dehors, murmure des prières, tandis que des délégations littéraires affluent, espérant un dernier hommage. Dans la chambre, l'horloge continue son compte à rebours, chaque tic-tac résonnant comme un battement de cœur. Hugo, dont la vie a été une ode à la liberté et à l'amour, semble désormais prêt à franchir le seuil. Mais un mystère persiste. La lettre de Juliette et la plume noire forment-elles une clé? Une vérité que Hugo emporterait dans la tombe, mais alors que le silence s'installe, un cri lointain ébranle la maison. Qu'annonçait-il? En 1885, un cri lointain trouble la maison de Victor Hugo. Quel présage annonçait-il au seuil de sa fin? Envisionnez-vous dans l'avenue d'Eylau, le 22 mai 1885, où l'après-midi s'épaissit sous un ciel de cendres. La pluie s'est calmée, laissant un silence humide, seulement brisé par le murmure de la foule massée dehors. Un cœur tragique qui semble attendre l'inéluctable. Une odeur de bois brûlé, venue d'une cheminée voisine, flotte dans l'air, mêlée à celle de l'encre et de la cire éteinte. Dans la chambre de Victor Hugo, une lumière pâle, presque spectrale, filtre à travers les rideaux de velours, sculptant les contours d'un visage émacié. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnent 3 heures, leur écho grave résonnant comme un adieu. Le tic-tac de l'horloge ancienne, implacable, semble mesurer chaque souffle du poète, dont la poitrine se soulève à peine. La lettre de Juliette Drouet et la plume noire reposent toujours sur la table de chevet, leur mystère intact, comme des gardiens silencieux d'une vérité enfouie. Adèle, la fille de Hugo, serre la main de son père, ses yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Auguste Vacry, encore sous le choc de sa révélation, se tient près de la fenêtre, scrutant la foule qui s'amasse. Paul Meurice, nerveux, murmure que le temps presse. Il faut protéger son héritage. Mais l'atmosphère est lourde, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Envisionnez-vous dans cette pièce, où chaque craquement du parquet, chaque frémissement des rideaux, semble chargé d'une présence invisible. Quel secret planait encore? Soudain, le cri entendu plus tôt se précise. Un hurlement étouffé venant de la rue. Les domestiques, alertés, se précipitent vers l'entrée. Envisionnez-vous dans l'antichambre sombre, où une lampe à huile vacille, projetant des ombres mouvantes sur les murs ornés de gravures romantiques. Un jeune homme, essoufflé et trempé, force le passage, insistant pour voir Hugo. « C'est pour lui, il doit savoir avant », crie-t-il, brandissant un carnet usé. Les domestiques déconcertés le repoussent, mais Vacry, reconnaissant l'intrus, s'interpose. « Laissez-le parler », ordonne-t-il, sa voix tremblante. Qui était cet inconnu? Selon les mémoires de Meurice, publiées dans Victor Hugo Intime, 1885, des admirateurs et des opportunistes affluaient souvent vers Hugo, attirés par sa gloire ou ses combats. Mais ce jeune homme, avec son regard fiévreux, semble porter un message plus personnel. Le visiteur, un poète obscur nommé Émile, révèle qu'il était présent lors d'une séance spirit à Guernesey, des années plus tôt, où Hugo avait reçu un message étrange. Dans les tables tournantes de Jersey, 1853,
Hugo relatait ses expériences, où il croyait communiquer avec des esprits, y compris celui de sa fille Léopoldine. Émile, alors jeune apprenti, avait noté des paroles que Hugo avait juré de garder secrètes. Une vérité viendra, portée par l'oiseau noir. La plume noire, laissée à l'aube, serait-elle ce signe? Envisionnez-vous tenant ce carnet, ses pages jaunies dégageant une odeur de papier moisi, chaque mot semblant vibrer d'une énergie surnaturelle. Qu'annonçait cette prophétie? Dans la chambre, Hugo semble réagir. Ses lèvres frémissent et un murmure rauque échappe. Léopoldine. Le docteur Alix, dans ses notes publiées dans le Temps, rapporte que Hugo, malgré sa congestion pulmonaire, montrait des moments de lucidité où il semblait voir au-delà du monde tangible. Était-ce une hallucination, comme celle décrite par Jean-Martin Charcot dans ses études sur les états terminaux? Ou une connexion réelle avec l'au-delà, comme Hugo l'avait toujours cru? Adèle, bouleversée, lit à voix basse des extraits de la lettre de Juliette, espérant apaiser son père. « Mon Victor, l'amour est plus fort que la mort. » Mais le nom de Léopoldine, sa fille disparue, semble raviver une douleur ancienne, un chagrin qui hante encore les contemplations. Envisionnez-vous près du lit, où la lumière déclinante dessine des ombres spectrales sur le visage du poète. Les meubles en acajou, lourds de souvenirs, absorbent l'éclat terne du jour, donnant à la pièce une atmosphère de sanctuaire profané. Dehors, la foule s'agite, ses murmures ponctués par le cliquetis des fiacres et le cri d'un corbeau, perché sur un réverbère. Paris retient son souffle, mais dans cette chambre, le temps semble suspendu. Émile, autorisé à s'approcher, montre le carnet à Hugo. « Vous aviez promis de l'écouter », murmure-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Hugo, dans un effort presque surnaturel, fixe le jeune homme. Une lueur traverse son regard, comme s'il reconnaissait un fragment de son passé. Savait-il déjà? Vacquerie, déchirée entre doute et fascination, relit les notes du carnet. Elles décrivent une vision de Guernesey, un oiseau noir porteur d'un message de rédemption. Jean-Marc Ovas, dans Victor Hugo, 2001, souligne que le poète, marqué par la perte de Léopoldine, cherchait dans le spiritisme une réponse à son chagrin. La plume noire, la lettre de Juliette, le cri dans la rue, tout semble converger vers une vérité que Hugo avait pressentie. Était-ce un signe de pardon? Une révélation sur sa propre fin? Envisionnez-vous dans ce moment où l'odeur de fumée s'intensifie, comme si un feu invisible brûlait au cœur de la maison. Les chandelles, presque éteintes, jettent des ombres qui dansent, comme des esprits sur les murs. Meurice, pragmatique, insiste pour garder le silence. « Pas maintenant », murmure-t-il, craignant que ces révélations ne ternissent l'héritage de Hugo. Mais Adèle, émue, pose le carnet près de la plume et de la lettre, formant un trio énigmatique. Hugo, immobile, semble entendre, son souffle s'accélérant légèrement. Qu'attendait-il? Une réconciliation avec les ombres de son passé? Ou une confirmation de ses visions mystiques? Les cloches sonnent à nouveau, un glas impromptu qui semble répondre à l'état du poète. Dehors, des délégations littéraires murmurent à des prières, tandis que la foule, toujours plus dense, forme un cercle autour de la maison. Envisionnez-vous dans cette pièce, où chaque seconde est un écho de l'éternité. L'horloge continue son compte à rebours, chaque tic-tac résonnant comme un battement de cœur. Hugo, dont la vie a été une ode à l'humanité, semble prêt à franchir le seuil, mais son regard, fixé sur le carnet, suggère qu'il n'a pas encore tout dit. Était-il en train de composer un dernier poème, gravé dans l'invisible? Ou attendait-il un signe final, porté par l'oiseau noir? Mais alors que la nuit tombe,
un murmure d'outre-tombe s'élève dans la chambre. Qu'annonçait-il? En 1885, un murmure d'outre-tombe s'élève dans la chambre de Victor Hugo. Quelle vérité allait-il emporter? Envisionnez-vous dans la maison de l'avenue d'Eylau, le 22 mai 1885, où la nuit enveloppe Paris d'un manteau d'étoiles voilées. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnent 9 heures du soir, leur écho solennel se mêlant au sifflement du vent qui glisse entre les pavés humides. Une odeur de cire éteinte et de papier ancien sature l'air, tandis qu'une unique chandelle, à bout de souffle, projette une lueur tremblante sur les murs tapissés de motifs fanés. Victor Hugo, à l'orée de la mort, repose dans son lit, son visage émacié, éclairé par une lumière presque surnaturelle. Le tic-tac de l'horloge ancienne, implacable, semble ralentir, comme si le temps lui-même retenait son souffle pour le poète. La chambre est un sanctuaire de silence lourd, où la lettre de Juliette Drouet, la plume noire et le carnet d'Émile reposent sur la table de chevet, formant un trio énigmatique. Adèle, la fille de Hugo, veille près de son père, ses mains serrant les siennes, froides mais encore vivantes. Auguste Vacry et Paul Meurice, épuisés, se tiennent à l'écart, leur murmure étouffé par l'atmosphère oppressante. Dehors, la foule, désormais immense, forme un cercle de prière, ses voix montant comme une litanie tragique. Un corbeau, perché sur un réverbère, pousse un cri rauque, son écho résonnant comme un présage. Envisionnez-vous dans cette pièce, où chaque détail, le craquement du parquet, l'odeur de fumée lointaine, les ombres dansantes, semblent converger vers une révélation finale. Quel secret Hugo emporterait-il dans l'éternité? Soudain, un murmure s'élève, si faible qu'il semble venir d'un autre monde. C'est Hugo, ses lèvres remuant à peine. La lumière, elle est là, souffle-t-il, sa voix brisée mais claire. Adèle, bouleversée, se penche vers lui, tandis que Vacquerie saisit le carnet d'Émile, relisant les mots prophétiques notés à Guernesey. Une vérité viendra, portée par l'oiseau noir. Selon les tables tournantes de Jersey, 1853, Hugo croyait que les esprits, à travers des signes, révélaient des vérités cachées. La plume noire, laissée par l'inconnu à l'aube, était-elle ce signe? Envisionnez-vous tenant cette plume, son éclat d'ébène captant la lueur de la chandelle, comme un pont entre ce monde et l'au-delà. Qu'annonçait-elle? Le docteur Alix, dans ses notes publiées dans le Temps, rapporte que Hugo, dans ses derniers instants, montrait une lucidité troublante, comme si son esprit, libéré des chaînes du corps, s'élevait déjà vers un autre plan. Les travaux de Jean-Martin Charcot sur les états terminaux décrivent des patients oscillant entre délire et vision d'une clarté surnaturelle, surtout ceux dotés d'une imagination comme Hugo. Était-il en train de voir Léopoldine, sa fille disparue, ou Juliette, sa muse, l'appelant depuis l'autre rive? Adèle, tremblante, relit la lettre de Juliette. « Mon Victor, l'amour survit à tout, même à la mort. » Ces mots semblent résonner dans la pièce, comme si l'âme de Juliette elle-même était présente. Vacquerie, poussé par une intuition, ouvre le carnet à une page marquée d'un signe étrange. Une étoile tracée à l'encre noire. À côté, une phrase inédite, écrite de la main de Hugo lors d'une séance spirit. La vérité est un poème que la mort achève. Quel poème! Les historiens, comme Alain Decaux dans Victor Hugo, 1984, notent que Hugo, même en exil, cachait certains écrits, craignant qu'ils ne soient là mal compris. Était-ce un texte secret, lié à la plume noire et à la prophétie de Guernesey? Envisionnez-vous dans ce moment, où l'odeur d'encre et de cire s'intensifie, comme si les mots eux-mêmes prenaient de vie.
Les ombres sur les murs dansent, formant des silhouettes qui rappellent les figures de Les Misérables ou Notre-Dame de Paris. Meurice, déchiré entre crainte et fascination, propose de détruire le carnet. « Cela pourrait troubler sa mémoire », murmure-t-il. Mais Adèle s'y oppose, convaincue que son père voulait que cette vérité soit révélée. Elle pose le carnet près de Hugo, espérant un signe. À cet instant, le poète ouvre les yeux, fixant la plume noire. Un sourire, presque imperceptible, éclaire son visage. « C'est fini », souffle-t-il, sa voix à peine audible. Était-ce un adieu ou la reconnaissance d'une vérité qu'il avait toujours su? Selon Jean-Marc Ovas dans Victor Hugo, 2001, le poète, marqué par la perte de ses enfants et son amour pour Juliette, voyait dans la mort non une fin, mais une transition vers l'infini. Envisionnez-vous près du lit, où la chandelle s'éteint lentement, plongeant la pièce dans une pénombre sacrée. Dehors, la foule retient son souffle, ses murmures formant un chœur funèbre. Un fiacre passe, son cliquetis se perdant dans le vent. Puis, un silence absolu s'installe. Hugo, dans un dernier effort, serre le médaillon de Juliette, comme s'il emportait son amour dans l'éternité. À cet instant, Adèle découvre, glissée dans le carnet, une page arrachée, écrite de la main de Hugo. Un poème inachevé, intitulé « L'oiseau noir ». Les vers, d'une beauté déchirante, parlent d'un oiseau guidant une âme vers la lumière. Un écho de ses visions spirites et de son amour pour Juliette. Une révélation séculaire. Ce poème, jamais publié, était la clé du mystère, un testament spirituel que Hugo avait gardé secret jusqu'à sa fin. Les cloches de Notre-Dame sonnent une dernière fois, un glas qui semble saluer le départ du poète. La foule, dehors, éclate en sanglots, tandis que Paris, drapé de nuit, pleure son titan. Envisionnez-vous dans cette chambre, où le silence, désormais total, est plus éloquent que les mots. Hugo, libéré de son corps, semble avoir achevé son dernier vers, un poème écrit pour l'éternité. La plume noire, la lettre de Juliette, le carnet d'Émile, tous convergent vers une vérité. L'amour et la poésie transcendent la mort. Et ainsi, dans un souffle final, Victor Hugo livra son ultime poème à l'éternité. Quel héritage laissa-t-il? Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.